tous et bienvenue sur Derirum Inferni. Alors, aujourd'hui je voudrais vous parler de la structure de sens. Donc, la structure de sens, c'est une unité de base intellectuelle qui permet de construire des édifices complexes d'analyse et d'interprétation de phénomènes humains, que ce soit d'ordre érotique, d'ordre philosophique, d'ordre politique, ou d'ordre plus trivialement au contraire, mais plus épistémologique, c'est-à-dire qui a trait à la pensée, à tout ce qui concerne l'activité de la pensée humaine. Donc, que ce soit donc philosophie, érotisme, ou esthétique, ou politique. Donc en fait, ces enjeux ont ceci d'intéressant qui permet d'attaquer de façon assez transversale des phénomènes, on va dire, dont les ambitions ou l'économie, on va revenir sur le mot économie, mais ont des utilisations très très différenciées selon les espaces sociaux dans lesquels ils s'expriment. La structure de sens, en tant qu'elle est on va dire, comme si vous voulez, un compas ou une équerre pour un géomètre, en tant qu'elle est donc un outil de base, peut avoir des ramifications ou des complexifications extrêmement étendues. Donc, je vais vous donner évidemment des exemples, mais donc la structure de sens est une structure qui permet de régir l'économie. Donc, par économie, on entend la mobilisation ou la démobilisation d'un capital, qu'il soit culturel, politique, social, tout ce que vous voulez, symbolique. Là, j'utilise des mots de Bourdieu, mais très très important, enfin très pertinent, du moins à l'époque des réseaux sociaux. Donc, les structures de sens sont on va dire, sont des unités de base de la pensée humaine, dès lors qu'on s'intéresse à l'interprétation et l'analyse, les deux de façon concomitante, c'est le principe de l'herméneutique de Hans Blumenberg, de tout phénomène. Alors on parle bien sûr dans le prolongement de la phénoménologie, c'est-à-dire qu'un phénomène n'est jamais qu'une somme de signifiants qui permettent de remonter à la source de signifier qui permet de remonter à la source d'un signifiant premier, on va dire. Le signifiant premier est souvent lui-même conséquence d'un phénomène antérieur, etc. Donc c'est un principe de chaîne causale, et c'est pour ça que généralement les pratiquants de l'herméneutique sont des grands fanatiques de généalogie. Ils adorent l'histoire, mais l'histoire des structures de sens finalement, pas l'histoire des hommes, pas l'histoire des anecdotes, l'histoire des grands courants énergétiques, si on veut utiliser des mots un peu mystiques je ne vais pas faire de référence, mais il y a certains penseurs qui ont un rapport à la mystique assez important, puisque c'est une intelligence du réel, c'est une intelligence raisonnable du réel, pas rationnelle mais raisonnable, pas mathématicienne mais toutefois assez juste, donc qui travaille plutôt avec la sincérité qu'avec la vérité, c'est pas forcément un mal. Et donc quand on utilise ces structures de sens pour décortiquer les différents phénomènes comme le mythe, la religion, la politique, on retrouve en fait des espèces d'analogies qui sont sans doute très très intéressantes pour avoir une vue d'ensemble. Alors il ne faut pas se tromper, il ne faut pas prétendre que la pratique par la structure de sens est une pratique qui permette d'avoir la vérité. On est bien d'accord que c'est pas la grande formule, pour reprendre l'ambition et l'enquête d'Einstein, c'est pas la formule qui réunira le macro et le micro, pas du tout. Donc lui c'est en physique, nous on serait en philosophie ou en sciences humaines plus généralement. Les structures de sens ne prétendent absolument pas à ça, d'ailleurs elles ne prétendent pas à grand chose, c'est Blumenberg qui les a développées et utilisées énormément dans ses différents livres, notamment La raison du mythe, qui travaille sur le mythe de Prométhée, mais pas seulement, qui prend prétexte du mythe de Prométhée pour parler du mythe en général. La légitimité des temps modernes, qui est un énorme et merveilleux livre d'analyse politique, mais qui en fait parle aussi de mythes, parle aussi de rapport à la religion, donc notamment la querelle de la sécularisation, sur laquelle Jean-Claude Monnod a fait un livre extraordinaire. Donc la légitimité des temps modernes. Il y a aussi la métaphorologie, qui est donc, pour le coup c'est le traité sur la structure de sens, sur la métaphore. La métaphore c'est qui porte du méta, qui porte du sens. Donc là on est vraiment dans la question en plein, très herméneutique de la question de la structure de sens. Mais bon, après il faudra lire tous les livres de Blumenberg, notamment Naufrage avec spectateur, qui s'intéresse à la structure de sens esthétique de la posture de l'écrivain ou de l'artiste en général. Bon, donc maintenant que j'ai présenté un peu les usages possibles de ce qu'est une structure de sens, il faudrait la définir en soi. Donc là, une structure de sens, c'est une structure intellectuelle, soit épistémologique, soit intuitive, donc soit émotive si on veut, soit rationnelle. Alors attention, je prends ça avec des pincettes, j'utilise des mots qui résument. De toute façon, on est obligé d'utiliser des catégories, donc c'est-à-dire des réductions, des appauvrissements des concepts, mais
c'est l'idée, donc soit on passe par l'intuition, soit on passe par la raison. La structure de sens est une approche, quelle qu'elle soit, intellectuelle, qui décortique un phénomène. Voilà. Donc c'est très abstrait, je vais vous donner des exemples. Généralement, les structures de sens produisent du sens. Elles produisent du sens et elles sont, en tant qu'elles produisent du sens, en même temps conditionnées par le sens qu'elles prétendent produire. C'est important. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple politique. L'exemple politique cherche à... Je prends notre exemple dans la France actuelle, donc sans émettre d'avis politique, La République En Marche cherche à produire du sens politique, à construire ce qu'on appelle un projet de société. En produisant ce projet de société, il est évident qu'il ne peut s'empêcher, donc la pratique politique de la construction de ce projet de société, de l'édification de ce projet de société, ne peut pas se défaire de la volonté de nier les projets de société qui ne sont pas le sien. C'est une lutte. Hein. C'est ce que Bourdieu appelle les champs. Dans un champ, donc pour Bourdieu, donc un champ bourdieusien, c'est un espace dans lequel il y a différents agents qui vont intervenir, certains qui cherchent à défendre le statu quo et d'autres qui cherchent à le renverser, à leur profit, pour atteindre un nouveau statu quo, etc. Hein, d'accord ? Ok. Donc, la structure de sens est un outil qui permet de comprendre, par exemple, que La République En Marche est en soi une structure de sens, mais produit des structures de sens. On va dire, produit une structure de sens sur le rapport, sur la conception du travail, produit une structure de sens sur la conception de la religion dans la société. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une structure de sens, La République En Marche, qui est moins obsessionnelle avec le rapport à la religion que Valls, par exemple. Valls ou ses collègues, hein, son équipe. Donc, les structures de sens mettent l'accent sur une configuration esthétique, politique, philosophique et érotique du réel. Alors, je vais revenir à cette dernière mention parce que ça fait plusieurs fois que j'utilise le mot érotique et bon, ça peut éventuellement déranger. Il semble que toute structure de sens soit une forme intellectuelle de gestion de l'économie de l'érotisme. J'y reviens. C'est ce que j'appelle la transcendance. La transcendance, j'y reviens. Donc, une structure de sens comme le phénomène politique est donc à la fois productrice de sens, okay, donc elle produit du sens, elle cherche à organiser la société pour produire du sens, et en même temps, elle aliène le sens qu'elle veut produire. C'est-à-dire qu'elle a un préjugé, elle ne part pas de rien. Et donc, ce qui est très intéressant quand on étudie, par exemple, la sociologie ou l'anthropologie politique, c'est qu'on comprend bien qu'il n'y a jamais d'acte gratuit. Ce sont toujours des productions de sens qui cherchent à influencer le sens. C'est donc un acte qui est délibéré. Il n'y a aucune gratuité là-dedans. Bon, quand on cherche à enquêter sur les structures de sens, quand on cherche à enquêter sur les structures de sens, on se retrouve vite avec cette ambivalence-là du rapport à l'ego. Par exemple, dans des rapports intimes, alors intime, je ne parle pas de l'intimité amoureuse ou sexuelle, non, je parle de l'intime, c'est-à-dire par opposition à l'extime, si vous voulez, par opposition au public. Donc quand on est dans une relation avec quelqu'un et qu'on cherche à comprendre la structure de sens qui régit cette personne, ou les structures de sens qui régissent le comportement social de cette personne, on est forcément pris à partie en tant qu'ego. Donc en fait, l'enquête égo, c'est-à-dire en tant qu'individu qui participe à un projet, on est forcément, en tant qu'on entre en interaction avec cette personne, influencé par cette personne et par les réactions de cette personne. Donc en fait, c'est une enquête qui est très compliquée à mener sur des objets vivants. Des objets vivants, c'est-à-dire des objets de pensée mobiles. C'est d'ailleurs pour ça que Blumenberg a énormément travaillé sur la philosophie politique ou sur la philosophie de religion, qui sont des objets où le débat est beaucoup plus lent. Les réponses qui peuvent venir de la part de ces objets sont beaucoup plus lentes. Bon. La structure de sens, voilà, c'est une économie du rapport à la transcendance, du rapport à ce qui nous dépasse en tant qu'individu. Et donc, le politique, c'est ce qui nous dépasse du point de vue public, du point de vue de l'organisation de la cité, bien sûr, mais c'est aussi ce qui nous dépasse vis-à-vis de l'accès à la capacité, à toute capacité, qu'elle soit citoyenne, érotique, donc c'est-à-dire dans la capacité à jouissance, hein, la jouissance, la libido, hein, les fameuses libido de Saint-Augustin, augustinienne, que ce soit Siendi, Dominandi ou Sentiendi, donc j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, toute économie qui régit en fait les définitions de l'individu. Donc le politique, c'est ce qui gère ça. Donc vous vous doutez bien que c'est une part importante des structures de sens. Et c'est pour ça généralement que l'herméneutique n'est jamais loin du politique, puisque c'est très très lié et ce sont des outils qui fonctionnent très bien ensemble. Mais on peut très bien utiliser les structures de sens pour comprendre la religion. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'a fait par exemple Claude Roy quand il a écrit Les chercheurs de Dieu, qui est un livre très intéressant, qui est écrit dans les années 80. Il propose de faire une analogie, un fil rouge entre le communisme et la religion
bon alors là en l'occurrence catholique, c'est une analogie qui est très belle, qui est très élégante, mais qui est complètement stupide, dans la mesure où le politique est une structure de sens qui régit le rapport de l'individu au reste du monde. Le religieux est une structure de sens qui régit le rapport de l'individu au spirituel, c'est-à-dire à ce qui le dépasse lui-même. Donc c'est quelque chose de très intime, de très qui ne regarde personne d'autre que lui. Non, ce sont des choses, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus aussi. Mais on peut évidemment faire des analogies, c'est-à-dire on peut prendre des points communs, mais en fait les points de différence ou les points des antagonismes sont tellement forts que la comparaison, si elle est séduisante, est complètement absurde. Et d'ailleurs, beaucoup d'analystes politiques se sont complètement fourvoyés en faisant de l'analyse religieuse et en se trompant, en faisant le parti politique c'est la même chose qu'une église. Absolument pas, absolument pas. L'église régit le rapport à la transcendance, produit du spirituel, produit du sens de devenir, alors que le politique, c'est de l'action. On est vraiment dans une structure de sens qui s'occupe du temps présent. Si vous voulez, c'est l'opposition absolument géniale du point de vue philosophique entre le clergé séculier et le clergé régulier. Donc régulier qui vit selon la règle, c'est les moines, hein, dans un couvent, à l'extérieur de tout, et séculier, c'est ceux qui sont au front, les prêtres, etc. Donc c'est vraiment, si l'Église a pendant si longtemps hiérarchisé, distinguer ces deux rapports au monde, c'est pas pour rien. Ça a un sens philosophique, politique et esthétique très important, et érotique en fait, essentiellement érotique. Puisque, voilà, vous comprenez bien le déroulement. Donc, je vais vous donner un exemple de structure de sens. Ça va être, donc, je vais reprendre mes deux exemples, hein, puisqu'ils sont polémiques déjà, donc c'est forcément intéressant. Donc, la structure de sens politique. La structure de sens politique n'est pas là pour vous donner la vérité. Elle est là pour fixer une action. Elle n'est certainement pas là pour statuer, faire de l'exégèse, réfléchir, débattre du sens de l'action. Elle est là pour poser l'action. Le sens de l'action, il est pensé avant. Ce sont les philosophes, ce sont les idéologues, les économistes, ce que vous voulez. Selon le paradigme qui dirige la structure de sens politique, ce sont des questions qui se passent en amont. Donc, la structure de sens politique est une structure de sens de l'action, clairement. Elle est tournée entièrement et totalement vers l'action. Elle ne peut se détourner de l'action. De ce fait, elle n'est absolument pas dans la production de pensée. Elle n'est pas méta. Elle est vraiment... on a évidemment connu par exemple Charles de Gaulle, qui était un écrivain hors pair et un penseur de l'action, mais au moment où il gouvernait, il n'était certainement pas en train de penser l'action, il gouvernait. Il n'en va de même pour Emmanuel Macron, par exemple, qu'on n'arrête pas de prétendre philosophe président. Bon, c'est aussi parce qu'on est dans une on est dans une époque de slogans, hein, on adore ça, on s'éclate avec des titres un peu excitants, un peu fouettants, qui nous voilà. C'est complètement con. Emmanuel Macron n'a jamais été philosophe, il ne le sera jamais, et c'est pas son choix d'ailleurs. Mais ce n'est ni bien ni mal, mais simplement, il faut arrêter les conneries. Ce n'est pas un philosophe. Si vous voulez des philosophes, je peux vous en produire. Je peux vous donner des noms modernes, hein, contemporains, qui vivent encore, mais qui, de fait, parce qu'ils sont en train de penser, ne s'occupent pas à agir. Et ça a été des erreurs politiques majeures de certains pensées extrêmement purs, extrêmement idéaux. Ça a été de confondre l'action et la pensée. Soit on pense, soit on est dans l'action. On ne peut pas faire les deux en même temps, on a une vie d'homme. Hein. On a 24 heures par jour, et encore il faut en dormir, donc on ne peut pas tout faire. Sauf des espèces de grands titans qui ont pu le faire évidemment, mais à quel prix? Bon. Ça, c'est bien la structure de sens du politique. Si je cherche à l'analyser avec des outils herméneutiques, je vais essayer de comprendre les signifiants que recouvre chaque action politique. Par exemple, l'histoire de la polémique de la cravate, qui est une polémique passionnante, puisqu'elle pose la question du rituel. Le rituel en politique. Puisque donc, il y a bien un office, hein, il y a bien une uniforme, enfin une tenue, on va dire, consacrée. Il faut y aller en cravate, par exemple, à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a un acte délibéré posé par des gens qui ne sont pas d'accord avec ce rituel, et qui permet d'interroger, de créer une faille, ou d'ouvrir, du moins, un espace dans l'évidence de ce rituel, en demandant, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on se balade en cravate? Après tout, c'est une question de représentation. La représentation politique, donc le système démocratique par représentation ne fonctionne pas uniquement sur les valeurs bourgeoises. Bon. Et puis, on a des débats absolument passionnants, c'est un peu ironique, mais sur Gramsci, selon lequel, oui ou non, il aurait théorisé le principe de la propagande.
Ça va vite, hein, mais c'est parce que c'est important d'aller vite. L'idée, c'est que la question de la cravate, par exemple, qui pour beaucoup a été un bavardage, est une question fondamentale. C'est une occasion d'ouvrir le débat sur des éléments fonctionnels de la structure de sens politique. Est-ce que la structure de sens politique arrête de fonctionner dès lors que le type qui vient parler à l'Assemblée nationale n'a plus de cravate? Il semble que pour certaines personnes, oui. Il semble que pour d'autres, non. Les structures de sens, donc, les outils qui permettent de décrypter une structure de sens font de l'analyse qui permet d'interpréter, mais aussi de décoder les enjeux qui se trouvent derrière la structure de sens. C'est ce dont je parlais tout à l'heure avec le système de sources phénoménologique. On remonte et on cherche, on produit de la généalogie épistémologique, c'est-à-dire on va chercher du sens, on va chercher l'origine intellectuelle ou l'origine structurelle du sens, intuitif ou structurel, et on va comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Bon, vous voyez bien que ça peut être passionnant, on pourrait avoir des débats à l'Assemblée nationale qui seraient absolument géniaux, qui ne fonctionneraient que sur des interprétations de petites choses anodines comme ça. C'est de l'analyse, hein, on est clairement dans une analyse. Bon, la structure de sens du religieux n'a rien à voir. La structure de sens du religieux régit le rapport à la transcendance. Donc, si on était un peu courageux, on parlerait de la transcendance sous le régime de l'érotisme. C'est ce que je fais. C'est-à-dire que au sens de certains théologiens qui ne le disaient pas très fort, mais par exemple Saint Augustin, sauf que lui c'est un père de l'Église, donc on était très très tôt dans l'Église catholique, donc c'était différent. Il n'était pas encore catholique d'ailleurs, elle était romaine. La transcendance, c'est-à-dire ce qui nous dépasse, ce qui dépasse complètement l'être humain, c'est le sexe, le désir, hein, pas le sexe, ce qu'on a entre les jambes, non, le désir en tant qu'il est abstrait, qu'il peut être conceptualisé, manié, retourné, incroyablement transformé, sophistiqué, et c'est toute la question de l'érotisme, la mise en scène. La mise en scène est obscène, je vais faire une rapide parenthèse là-dessus, du rapport au corps. Le rapport au corps dans l'Église catholique, c'est fondamental. Et d'ailleurs, quand on lit un peu Nietzsche, qu'on lit un peu les penseurs du post-christianisme, le rapport au corps, on le doit, dans la société occidentale, c'est cette fascination absolue pour le corps sexué, ça nous vient du christianisme. C'est le rapport de Jésus-Christ qui a été tué et qui nous revient. Bon, ce sont des choses, là par contre, plus peut-être de l'ordre de la discussion, pas théologique, mais religieuse. Voilà. Donc en fait, on a vraiment un enjeu dans la spiritualité, ou du moins dans la religion telle qu'elle s'est pratiquée en Occident chrétien, qui est extrêmement sexuelle. Ce n'est que ça. On a régi l'économie du sexe, avec un fonctionnement esthétique magnifique. On a complètement transformé la frustration que pouvait découler de l'interdiction de l'accès au sexe. On l'a magnifié dans un rapport à Dieu, ce qu'on a inventé étant Dieu. Alors après, le diable intervient là-dessus, vous vous doutez bien que moi je me place en franc-tireur avec ma carabine sur l'épaule et que je guette le diable là-dedans, bien sûr, et je pourrais faire une vidéo à ce propos, mais je voulais juste aujourd'hui présenter le principe de la structure de sens qui permet de comprendre tout phénomène comme étant un rapport d'énergie et donc une économie entre différentes énergies, entre différents antagonismes, qui pour autant qu'ils tiennent deviennent une structure complexe ou simple, généralement complexe, de sens homogène, qui produit, qui est dirigé, qui est tendu dans une seule direction esthétique, philosophique, politique ou érotique. Voilà.